7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de la campagne de vaccination? Sur la logistique, tout d'abord. D'abord de la clarté, de la lisibilité. On nous dit qu'il y a 500 000, 600 000 doses de vaccins en France aujourd'hui disponibles. Comment elles vont être déployées sur tout le territoire? Quelle distribution entre les différents départements, les différents hôpitaux? Et puis, tout simplement, comment gérer, je sais pas, quand on entend qu'il y a 5000 vaccins qui ont été transportés à Nice dans un taxi, on se dit, bon, en termes de logistique, j'entendais que vous en parliez juste avant, quand le monsieur vaccin du gouvernement dit lui-même, je ne suis pas un spécialiste logistique. Pardon, en fait, comment vous allez faire concrètement pour vacciner 1 million de personnes, qui est votre premier objectif? Et je ne parle même pas de la majorité de la population. Donc c'est un déficit d'organisation sur un plan logistique très clair. Et ce n'est pas, comme le dit Olivier Véran, de la prudence, parce que les Français, il y a une forme de défiance face à la vaccination. Non, mais franchement, ils voudraient rendre méfiants les Français qui s'y prendraient pas autrement. Et en réalité, ils masquent leurs incuries derrière cette pseudo-prudence. Et j'ai le drôle de sentiment que 2021 commence comme 2020 s'est achevé, c'est-à-dire par de l'impréparation, de l'amateurisme, et après le fiasco des masques et des tests, on a celui du vaccin, à se demander si ceux qui nous gouvernent ne sont pas de dangereux amateurs. On met en cause souvent la bureaucratie, l'administration. Vous aussi, vous la mettez en cause ou pas? Je ne sais pas si c'est la bureaucratie de l'administration. En tout cas, il y a un problème d'organisation. Moi, je ne suis pas dans les détails du dispositif, mais je me demande quand même. J'entendais ce matin à la radio, par exemple, l'Inde, qui quand même est un pays beaucoup plus vaste que le nôtre, autant géographiquement qu'en nombre de population. Ils vont être capables de vacciner 300 millions de personnes. 300 millions de personnes. Donc, que je me dis, à l'échelle du territoire français, si on n'est pas capable de le faire, c'est à se poser des questions, mais de manière plus générale, sur l'organisation territoriale française, au-delà des questions sanitaires. Oui. Des vaccinodromes, le ministre Olivier Véran n'y est pas favorable. C'est une fausse bonne idée ou c'est une idée? On a vu dans le passé que ça n'a pas été forcément le plus efficace. C'est clair que je pense que la voie privilégiée doit rester celle du médecin traitant, y compris pour lever des doutes, des questions. C'est celui en lequel on a le plus confiance. Après, c'est vrai que des Français n'ont pas de médecin traitant, et c'est vrai que va se poser un autre problème pratique, c'est que dans certains déserts médicaux, les médecins, en fait, si on doit prendre rendez-vous dans 3 mois, c'est vrai que quand vous êtes une personne âgée prioritaire, ça va poser question. Donc il va falloir potentiellement trouver des alternatives. Pourquoi pas les pharmaciens? On peut se poser la question, mais il y a un défi là aussi pratique qui se pose. Bah oui, parce que d'un point de vue logistique, en même temps, il faut pouvoir accueillir tout le monde, quoi. Et ce qui n'est pas toujours évident, y compris dans les pharmacies. Il n'y a qu'un tiers des pharmacies qui jusque-là faisaient par exemple le vaccin contre la grippe, quoi. Est-ce que la stratégie vaccinale aussi est la bonne, avec les personnes âgées tout d'abord et le personnel soignant? Est-ce qu'il faut l'étendre plus vite? Je pense par exemple aux enseignants, puisqu'on l'évoquait à l'école tout à l'heure. Alors, deux choses là-dessus. D'abord, on voit que le gouvernement a hésité sur sa stratégie vaccinale. D'abord, c'était les personnes âgées, puis ils ont rajouté les soignants. C'est notamment ce qui a été fait dans d'autres pays européens. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne. Donc, de nouveau, on voit l'impréparation et l'amateurisme complet du gouvernement. Ensuite, pour savoir s'il est pertinent, par exemple, de vacciner les enseignants ou d'autres personnels dans l'administration publique en contact avec du public, il nous faut une réponse à une question fondamentale de est-ce que le vaccin protège de la contamination? Et tant qu'on n'a pas cette réponse, je pense qu'il faut d'abord privilégier les personnes à risque, qui sont celles qui sont les plus en danger d'une forme grave de la maladie, pour savoir ensuite si les autres personnes doivent se faire vacciner. Oui, les Français quand même sont très sceptiques, hein. On a vu les dernières enquêtes. Vous êtes favorable à la vaccination à titre personnel et je crois, en fait, c'est ce que vous avez dit ces derniers jours, c'est vrai? Moi, si on me pose la question de me faire vacciner, oui, je me ferai vacciner, mais je veux dire, j'ai 31 ans, aucun facteur de comorbidité, je pense que je vais être la dernière à être vaccinée. D'ici là, on aura aussi un peu plus de recul. Et qu'est-ce que vous dites alors aux autres Français qui sont peut-être plus âgés et qui sont sceptiques pour l'instant? Que je comprends leurs doutes, au vu de la manière dont le gouvernement a organisé cette campagne de vaccination, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont responsables des doutes... Donc, mais vous renforcez le doute, alors, la méfiance. J'ai dit que je les comprends. Après,
en quelques semaines, on a eu la validation par les autorités de santé du premier vaccin Pfizer. Il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines. Ce que je leur dis, c'est parlez-en à votre médecin traitant. Essayez vous-même de vous faire une opinion, d'être rassuré. Et puis, je pense surtout à toutes les personnes les plus âgées qui sont à risque. Celles-là, en priorité, doivent se protéger. J'aimerais pas que, moi j'ai plus de grands-parents, mais j'aimerais pas qu'un grand-père ou une grand-mère décède à cause du Covid. Et donc, si on peut la protéger, vaut mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un conseil citoyen, là, tirage au sort? C'est un progrès démocratique, entre guillemets, ou c'est un gadget selon vous? C'est un gadget un peu tardif. Évidemment qu'on est pour la consultation des citoyens, mais là, tirer au sort des personnes une fois que la stratégie vaccinale a été décidée et alors que Emmanuel Macron décide de tout seul avec un conseil de défense opaque, franchement, personne n'y croit à sa volonté de démocratiser. Personne ne croit non plus à sa colère qui a été mise en scène de manière grotesque dans le JDD ce week-end. En réalité, il y a un homme qui est responsable, il s'appelle Emmanuel Macron et il doit en effet prendre ses responsabilités. Et Jean Castex, Olivier Véran, ils sont à la hauteur ou pas? Disons qu'ils suivent un Emmanuel Macron qui est lui-même pas à la hauteur et que le gouvernement manque de clarté, de lisibilité, de transparence. Vous parlez de scepticisme tout à l'heure sur les vaccins, c'est eux qui l'alimentent quand ils sont pas capables d'être transparents, par exemple, sur les contrats pharmaceutiques. Oui. Manon Aubry, la Grande-Bretagne reconfine devant la progression du virus. Est-ce qu'il faut se préparer à ce type de mesures en France également? Un reconfinement? J'ai bien peur que oui, je vous dis pas ça de gaieté de cœur. Évidemment, on a tous envie d'avoir une vie normale, mais quand je vois comment le gouvernement réagit au dernier moment, sans se préparer, etc., à chaque fois on est mis devant le fait accompli. On nous dit déjà que les bars et restos vont pas pouvoir rouvrir le 20 janvier. Franchement, l'étape d'après, c'est potentiellement d'être confiné. Et malheureusement, on paye les pots cassés alors qu'il y a des alternatives possibles. Par exemple, en étalant les horaires, en faisant en sorte que, au lieu de se précipiter tous pour rentrer à 18h, on étale sur une plus grande plage horaire, en mettant davantage de transports en commun. Bref, j'aurais souhaité qu'on réfléchisse plutôt à des alternatives au confinement qu'à un confinement pur et dur qui malheureusement risque d'arriver. Mais là, vous dites qu'il faudra probablement passer par un reconfinement. Je dis pas il faut, je dis que probablement le gouvernement va en passer par là et je le regrette. Oui, leader de la CGT, Philippe Martinez, dit il va appeler sans doute à des mouvements sociaux à la fin du mois de janvier parce qu'il y a une inquiétude sociale. Vous allez vous joindre à ces appels? Oui, on va se joindre parce que l'inquiétude, elle est majeure quand on voit que le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 10%, que le nombre de pauvres a augmenté de 1 million dans ce pays et que les licenciements commencent à se profiler à tour de bras dans des grandes entreprises et des petites entreprises qui mettent la clé sous la porte. S'agissant des grandes entreprises, des entreprises qui ont touché des aides de l'État, Renault qui licencie alors qu'ils ont touché des aides de l'État, alors qu'un grand nombre d'entreprises versent des dividendes aux actionnaires, ça c'est injuste. Et oui, on va se mobiliser pour protéger les salariés qui payent le prix. Est-ce que c'est le moment? Parce qu'évidemment, il y a une crise économique aussi majeure, quoi. Mais oui. Donc, est-ce qu'il ne faut pas attendre? Non, attendre pour protéger les salariés. Attendre pour protéger ceux qui perdent leur emploi. Attendre pour se mobiliser pour défendre ceux qui galèrent à finir leur fin de mois. C'est la responsabilité du gouvernement de demander des contreparties aux entreprises auxquelles ils versent des aides. Et ils se sont toujours refusés. La main libre du marché. Le résultat, c'est que ces entreprises-là versent des dividendes à leurs actionnaires, mais derrière ne protègent pas les salariés. Un mot aussi, parce que vous êtes députée européenne, la France prend la présidence de l'Union européenne. Il y a un bras de fer en fait avec. En 2022. Oui, c'est ça. Oui, mais ça arrive. Et la Chine là, qui s'engage à ratifier les conventions contre le travail forcé. Vous dénoncez cet accord. Mais pourquoi? J'y crois pas une seconde que la Chine s'engage. Il y a un accord d'investissement qui va être signé entre l'Union européenne et la Chine. S'il y a une leçon à tirer de la crise que l'on vient de vivre, c'est qu'on a besoin de se protéger, que le libre-échange est dangereux. Là, pour produire les vaccins, les médicaments, on dépend de l'étranger et on va continuer à signer à tour de bras des accords de libre-échange. On voit à quel point les discours sur le protectionnisme en pratique n'ont pas duré longtemps et ont été brûlés sur l'autel du libre-échange et de la concurrence qui malheureusement nous a pas sauvés de la crise l'an dernier. Oui. Question avec Cécile Le Menibus, on va revenir sur la vaccination. Oui, absolument. Justement, comme Jean-Luc Lemenibus
Mélenchon, vous plaidez pour l'achat de vaccins en Russie, à Cuba et en Chine. Vous n'êtes pas médecin. Sur quoi vous vous basez justement pour préconiser ces achats? Ce que dit Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, c'est qu'il faut diversifier les sources d'approvisionnement des vaccins. Aujourd'hui, en France, le seul vaccin qui est autorisé, c'est celui de Pfizer sur un type de vaccin nouveau qui est l'ARN messager, qui, c'est un fait, pose question. On a parlé du scepticisme face au vaccin qui est relativement fort en France et qu'on dit qu'un des moyens de lever des doutes, c'est d'utiliser des formes plus classiques de vaccins auxquels on est davantage habitué en France, qui ont été déjà développés notamment dans d'autres pays. Ça a été le cas dans les pays que vous avez cités, mais qui, j'espère, sera aussi développé par l'Institut Pasteur en France, conjointement avec Sanofi. Oui, mais à l'heure actuelle, sur quoi vous vous basez quoi? Est-ce que vous savez si ça fonctionne ou pas? En l'occurrence, ils ont été testés, ils ont été validés par des autorités de santé, et comme je le disais, ce sont des vaccins de type plus classique. C'est ça le message que l'on fait passer derrière, c'est essayer de rassurer les Français, lever des doutes. Ça justement, ça trompe un peu et que ça devient dangereux d'avoir de tels messages justement qui... Non, au contraire, d'avoir des vaccins qui sont des types de vaccins qui ont été testés et approuvés depuis des dizaines d'années parce que ce sont des types de vaccins que l'on connaît bien et que l'on connaît mieux, on pense que ça peut être une des manières de rassurer les Français et en tout cas plus adéquate que ce que fait à l'heure actuelle le gouvernement, c'est-à-dire aucune transparence sur les contrats pharmaceutiques qui ont été signés. Je rappelle que pour Pfizer, au début, il a fallu croire à un communiqué de presse, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune donnée scientifique. Fort heureusement, depuis, ça a été validé par les autorités de santé et j'ai confiance dans les autorités de santé. Mais là, c'est pareil, sur ces pays-là où on n'a aucune donnée scientifique. Mais vous savez, la Commission européenne cherche des approvisionnements en vaccins partout dans le monde. Au passage, parce qu'on est incapable d'en produire dans l'Union européenne, donc ça revient à notre discours sur notre dépendance, à l'étranger. Donc, en attendant, on cherche différents types de vaccins qui existent dans le monde. Mais je vais vous dire, moi, ce que je privilégie à terme, et j'espère qu'on pourra se reposer sur un vaccin français, développé grâce aussi à de la recherche public. C'est ça à quoi sert aussi la recherche publique et que l'on défend depuis de nombreuses années. Et on regrette qu'en pratique, ça arrive bien après le secteur privé qui, au passage, s'enrichit grassement. C'est le cas notamment de Pfizer. Mais vous pensez aussi que, justement, on n'achète pas à la Chine ou à la Russie parce qu'ils ne font pas partie des big pharma classiques des pays capitalistes, c'est ça? On a probablement... acheté au premier offrant et au plus offrant, et en l'occurrence ça a été Pfizer. Nous, parmi les informations qu'on demande, c'est le prix de ces vaccins. On n'a toujours pas le prix à l'unité. Il y a une ministre belge qui, dans un tweet par erreur, a révélé que c'était entre 1 et 25 euros, je crois, ce qui fait énormément de différence. Donc, donnez-nous des informations. Et ce que je demande, c'est que des entreprises ne s'enrichissent pas sur le dos de la santé publique. Vous dites au plus offrant, c'est celui qui avait le meilleur résultat. En l'occurrence, Pfizer, c'est le premier qui a été validé par l'autorité de santé européenne, et je vous l'ai dit, c'est tant mieux. Par contre, j'aimerais savoir combien il coûte. J'aimerais m'assurer qu'une entreprise ne fasse pas des bénéfices sur le dos de nous tous qui allons nous faire vacciner, et j'espère qu'à terme, on pourra avoir des entreprises publiques qui le développent. Quand c'est chapeauté par l'État, j'ai un peu plus confiance. Merci Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, c'est le journal de 8h. Bienvenue sur Sud Radio.